there will be some people who might question whether you're the right person to lead this project and its efforts to end homelessness. How would you respond to that? I think Tout a commencé par un simple coup de Phil Baker, un son que j'avais presque ignoré au début. Il était tard, à une heure où la plupart des messages sont routiniers et prévisibles notes de service protocole mises à jour d'agenda. Mais cet appel était différent. Le silence à l'autre bout du fil était trop long, trop lourd de sens. Et tandis que j'écoutais cette voix hésitante qui tentait de me dire quelque chose sans prononcer un mot, un frisson m'a parcouru l'échine. Car à cet instant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de politique, ni de représentation, ni du flot incessant d'obligations qui remplissent mes journées. Il s'agissait d'un secret, un secret enfoui depuis des années entre les murs du palais, juste hors de ma vue, juste hors de portée de mes questions. C'est le nom de ma mère qui a retenti. Non pas en hommage, non pas en souvenir, mais presque comme un avertissement. Et dès que son nom a été prononcé, j'ai su que les mots qui allaient suivre allaient bouleverser ma vie. J'ai entendu la voix à l'autre bout du fil parler d'un document, une promesse, une déclaration écrite quelques jours après sa mort. Une promesse que mon père avait faite à ses côtés dans le silence profond des cryptes royales. Une promesse dont j'ignorais l'existence et que personne ne voulait me révéler. À partir de cet instant, j'ai senti quelque chose s'éveiller en moi. Une sorte d'instinct que j'avais ignoré pendant des années ou peut-être à qui je n'avais jamais vraiment donné l'occasion de s'exprimer. Car en écoutant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple note voilée. C'était un fondement, un élément essentiel de notre histoire familiale dont j'ignorais l'existence. L'idée que mon père, l'homme qui m'avait élevé avec tout l'amour dont il était capable, ait fait une promesse concernant ma mère sans jamais me la confier, fut un coup dur auquel je ne m'attendais pas. Dans quelle mesure ma vie, me suis-je demandé, s'était-elle construite sur des demi-vérités? Je faisais les 100 pas dans mon bureau, tentant de comprendre ce puzzle. Les documents que j'avais déjà vus, les déclarations officielles, les interviews, les archives, j'avais l'impression que tout ce qu'on m'avait présenté pendant des années n'était qu'une version soigneusement édulcorée de la réalité. Et au fond de moi, une petite voix murmurait que cette promesse détenait peut-être la clé de toutes ces questions que je n'avais jamais osé poser à voix haute. Car pourquoi un tel secret avait-il toujours entouré les derniers jours de ma mère? Pourquoi certains détails étaient-ils plus obscurs que d'autres? Pourquoi avais-je le sentiment que certains pans de son histoire avaient été délibérément occultés? Ce qui me frappa encore davantage, c'est que la promesse de mon père ne la concernait pas seulement, mais aussi moi et l'avenir qu'il envisageait pour moi au moment où il l'avait touché pour la dernière fois. Rien que d'y penser, j'eus la gorge serrée. Dans quelle mesure mon rôle, mes attentes, voire mes choix, avaient-ils été prédéterminés par un instant de chagrin dans une pièce obscure sous Westminster? Et pourquoi personne n'avait-il jugé bon que je le sache? J'éprouvais un mélange de colère, de peur et de curiosité qui simultanément me poussait en avant et me retenait. Et si cette promesse recelait quelque chose que j'aurais préféré ne jamais entendre? Et si c'était un fardeau que je n'avais jamais choisi? Pourtant, même si ces questions me paralysaient presque, je savais que je ne pouvais pas détourner le regard. Car si cette promesse existait vraiment, alors peut-être cela expliquait-il les décisions de mon père. Pourquoi il semblait parfois distant? Pourquoi il refusait certaines choses et en imposait d'autres contre toute logique? Je ne pouvais m'empêcher de penser à ma mère. Qu'aurait-elle voulu? Aurait-elle approuvé mes années d'ignorance ou m'aurait-elle encouragé à persévérer à déterrer la vérité même quand d'autres tentaient de l'enfouir? Parfois je ressens encore sa présence non pas comme une idée mystique, mais comme un écho. L'écho de quelqu'un qui en savait toujours plus qu'il n'y paraissait quelqu'un qui connaissait la cruauté des murs de la monarchie. Quand j'ai enfin raccroché, j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cet appel avait fait bien plus que transmettre une information. Il avait levé un voile, et maintenant que ce voile était tombé, je ne pouvais plus faire comme si je n'avais rien vu. Je devais trouver ce document, je devais lire cette promesse, quitte à briser tous les secrets, à ouvrir toutes les archives, à enfreindre le silence du palais. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle mes pensées se sont emballées. Chaque scène de mon enfance, chaque conversation avec mon père, chaque interview concernant ma mère, tout prenait une nouvelle dimension, une nouvelle nuance. Et il m'est apparu avec une clarté douloureuse que la vérité derrière cette promesse allait changer non seulement mon regard sur ma mère, mais aussi celui que j'avais sur mon père, et peut-être même mon regard sur moi-même. Mais une question résonnait plus fort que tout ce que j'avais entendu auparavant. Que signifie une promesse faite près d'un corps que l'on ne reverra jamais? Est-ce un serment d'amour, un serment de culpabilité ou un serment de peur? Et surtout, pourquoi m'a-t-on caché cette promesse? Dès l'instant où j'ai appris l'existence d'un document contenant une promesse faite par mon père gisant près du corps de ma mère, un malaise grandissant m'a envahi que je ne pouvais plus réprimer. C'était comme si une porte restée close pendant des années s'était soudainement entr'ouverte, révélant un espace où je n'avais jamais osé m'aventurer. La vérité, c'est que j'ignorais comment retrouver ce document et à qui me fier.
Mais une chose était sûre, si je laissais tomber, je passerais le reste de ma vie à me demander ce qui avait été caché. Et pourquoi ? Alors avec prudence mais détermination, j'ai entrepris une quête qui m'a mené non seulement à travers les archives et les couloirs, mais aussi à travers de vieilles blessures que je croyais cicatrisées depuis longtemps. Ma première démarche a été de parler aux personnes qui avaient connu ma mère durant les derniers mois de sa vie. Non pas les conseillers qui s'exprimaient devant les caméras, mais les personnes discrètes qui travaillaient dans l'ombre. Les chauffeurs, les assistants, le personnel retraité depuis longtemps dont la mémoire était encore vive. Je savais que je devais être prudente, une question mal posée, une confiance mal placée, et je me retrouverais aussitôt prisonnière de l'omerta. Mais je n'avais pas le choix. Et en les approchant, j'ai remarqué que leur voix tremblait lorsqu'on prononçait son nom. Comme si même, tant d'années plus tard, son souvenir restait fragile, comme s'il craignait de le briser en le disant à voix haute. Ce qui m'a surpris, c'est l'ignorance des gens. Beaucoup connaissaient les procédures officielles de l'époque, les protocoles, le chaos qui a suivi la tragédie. Mais personne ne semblait savoir exactement ce que mon père avait fait lorsqu'il s'est retrouvé seul avec son corps. Ce moment avait été effacé de la mémoire collective, non pas oublié, car oublier serait trop naïf, mais soigneusement effacé. Comme s'il n'avait jamais existé. Et cela n'a fait que renforcer ma détermination. Qu'y a-t-il de si lourd, de si fragile, de si dangereux pour qu'on l'efface de l'histoire avec tant d'efforts? Au cours de mes recherches, j'ai découvert des bribes d'informations qui peu à peu ont commencé à reconstituer un semblant de vérité. Un archiviste m'a confié qu'après son décès, un dossier d'urgence avait été créé, un dossier normalement réservé aux crises nationales. Ce dossier était conservé sous haute sécurité et seul mon père et une confidente aujourd'hui disparue y avait accès. Personne ne savait exactement ce qu'il contenait, mais l'archiviste se souvenait d'une phrase prononcée un jour par quelqu'un qui l'avait vu. « Ce n'est pas un document ordinaire, c'est un fardeau qui n'aurait jamais dû exister. » Ces mots m'ont hanté. Fardeau n'aurait jamais dû exister. On aurait dit que son contenu n'était pas destiné à être partagé ni avec les conseillers ni avec la famille, et apparemment même pas avec moi. Plus je cherchais, plus je découvrais de contradictions dans les récits officiels de l'époque. De petites divergences à peine perceptibles pour un étranger. Mais pour moi, c'était un des signaux. Pourquoi certains horaires avaient-ils été modifiés ? Pourquoi certaines conversations manquaient-elles dans les journaux de bord ? Pourquoi certains documents mentionnés dans les inventaires n'avaient-ils jamais refait surface ? Je sentais que ces indices me menaient en quelque part. Non pas directement au document lui-même, mais aux espaces délibérément vides qui l'entouraient. Et parfois, le vide est plus éloquent que les mots. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est le comportement de mon père pendant cette période où j'enquêtais discrètement sur ce qui s'était réellement passé. Il était plus aimable que d'habitude, mais une tension inexplicable régnait dans son attitude. Il évitait mon regard sur les sujets qui n'avaient rien à voir avec ma mère, comme si la moindre question inattendue pouvait le déstabiliser. J'ai reconnu ce comportement. Il agissait ainsi lorsqu'il cherchait à protéger quelque chose ou lorsqu'il craignait que je découvre un secret. Ce n'était pas de la culpabilité que je voyais, mais de la peur. Et cela ne faisait que rendre mes recherches plus urgentes. Je me demandais de plus en plus pourquoi il avait fait cette promesse. Était-ce un serment personnel, un aveu de culpabilité, une prise de responsabilité ? Ou bien cela avait-il un lien avec moi, mon rôle, mon avenir, l'idée que toute ma vie ait pu être façonnée en partie par un moment d'émotion intense dans un lieu inconnu avec des mots jamais entendus, me troublait profondément. Car qui suis-je lorsque les fondements de mon identité ne m'appartiennent pas entièrement ? J'ai découvert que 2 personnes avaient été avec ma mère cette nuit-là juste avant l'arrivée de mon père, un médecin et un prêtre. Aucun des 2 ne figurait dans les registres officiels comme si leur présence était insignifiante. Mais pourquoi un prêtre aurait-il été ignoré surtout dans de telles circonstances ? En cherchant à savoir qui était cet homme, j'ai découvert que des années plus tard, il avait été soudainement muté dans une petite paroisse qui fonctionnait à peine. Loin de la capitale, loin de tout. Un schéma que j'avais déjà observé, un schéma qui annonce toujours une purge. Non pas de personnes, mais d'histoire. Au fil de mes recherches, j'ai commencé à comprendre que la vérité serait peut-être bien plus douloureuse que la simple existence d'un document. Ce n'était peut-être pas la promesse en elle-même qui importait, mais ce qu'elle symbolisait, une reconnaissance qui ne pourrait jamais être rendue publique, une culpabilité qui ne trouverait pas sa place dans le récit institutionnel. Et peut-être même un avertissement, non seulement pour le monde, mais aussi pour moi. Un jour, en feuilletant un vieux carnet qui avait jadis trôné sur le bureau d'un confident de mon père, je suis tombé sur une phrase énigmatique. « L'enfant ne doit pas savoir avant d'être prêt à supporter ce que son père n'a pu supporter. » J'ai lu cette phrase 3 fois. J'avais l'impression que quelqu'un s'adressait directement à moi, mais d'une époque où personne ne savait encore qui je deviendrais. À cet instant, j'ai su que je ne pouvais plus reculer. La vérité était proche, peut-être plus proche que je ne le souhaitais. Mais plus je m'en approchais, plus une question devenait évidente. Est-ce que je veux vraiment savoir ce que dit cette promesse, même si cela bouleverse ma vision de ma famille ? Je savais qu'un jour viendrait où le silence ne suffirait plus,
Un jour où je devrais affronter mon père non plus comme un fils obéissant, mais comme quelqu'un ayant droit à la vérité, aussi douloureuse, aussi difficile ou aussi complexe qu'elle puisse être. Ce jour est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. C'était comme si les jours m'y poussaient inexorablement, comme si chaque information recueillie me ramenait inévitablement au même endroit, le coffre-fort. Le coffre-fort où mon père avait enfermé le document ainsi que tous les autres souvenirs qu'il avait préféré taire. Ce matin-là, je ne me sentais pas nerveuse mais étrangement calme. Ce calme que l'on éprouve quand on sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. En parcourant les couloirs silencieux, je revoyais tous ces portraits de nos ancêtres. Des hommes et des femmes qui avaient emporté leurs secrets dans la mort. Et je me demandais combien de leurs actes, combien de leurs promesses reposaient enfouis dans ces mêmes caveaux. Combien de leurs choix avaient façonné nos vies à notre insu. Cela me rendait furieuse, mais cela me donnait aussi de la force. Car je savais que je devais briser ce cycle. En entrant dans la pièce où mon père était assis, j'ai tout de suite compris qu'il savait pourquoi j'étais venu. Son expression n'était ni surprise ni sur la défensive, mais lasse. Une lassitude qui dépassait l'âge. C'était le regard de quelqu'un qui pendant des années avait porté un fardeau trop lourd pour être nommé. Et j'ai ressenti une vive douleur à la poitrine, non par pitié, mais parce que j'ai compris que ce secret m'avait affecté lui aussi. Peut-être même plus profondément que je ne l'aurais jamais imaginé. Je ne lui ai rien dit de ce que j'avais entendu, ni comment j'avais recueilli ces informations, ni quelles pistes j'avais suivies. J'ai seulement prononcé une phrase « Je suis au courant de la promesse ». Je n'avais pas besoin d'un dialogue direct pour en saisir toute la portée. Le silence qui a suivi était éloquent. Le silence peut détruire, mais il peut aussi révéler, et dans ce silence, j'ai compris que le déni n'était plus possible. Mon père se leva lentement, prit un trousseau de clés dans un tiroir que je n'avais jamais vu ouvert et se dirigea sans un mot vers le coffre-fort de l'autre côté de la pièce. Je le suivis en silence. Je n'entendais que le doux cliquetis du métal contre le métal, comme si chaque tour de clé le libérait d'un poids. La porte s'ouvrit avec un soupir sourd, comme si même l'acier était las de porter ses secrets. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos, des notes, mais mon regard s'est immédiatement porté sur une enveloppe vieille et jaunie avec les initiales de ma mère dans un coin. J'ai eu le souffle coupé, non pas parce que je savais ce qu'elle contenait, mais parce que j'ai compris que cette enveloppe ne m'avait jamais été destinée. Ou peut-être que si, mais seulement quand je serais prête un moment que mon père avait décidé, pas moi. Il me tendit l'enveloppe, mais je ne la pris pas aussitôt. Non par peur, mais parce que je voulais comprendre. Je voulais qu'il trouve enfin les mots qu'il refoulait depuis des années. Et pour la première fois de ma vie, je vis un homme s'effondrer en silence. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, son regard se perdit dans le sol, et lorsqu'il parla enfin, je n'entendis ni roi, ni chef, ni institution. J'entendis un père qui avait perdu quelque chose d'irrémédiablement perdu. Ce que j'ai compris en lisant les documents, ce n'était ni un complot choquant, ni un secret politique, ni un crime institutionnel. C'était quelque chose de plus personnel, de plus lourd, une promesse faite dans un moment de désespoir absolu. La promesse de protéger ses fils des erreurs, des pressions et des dangers qui avaient fait causer la perte de leur mère. La promesse de ne jamais laisser sa mort être instrumentalisée pour les détruire. Et là, entre ces mots se cachait quelque chose d'inattendu qu'il me préparerait à devenir celle que j'étais destinée à être, même si cela impliquait parfois de me cacher la vérité. J'avais l'impression qu'un trou béant s'était ouvert en moi. Soudain, les pièces du puzzle qui traînaient depuis des années s'assemblaient, la distance, la prudence, ces moments où il semblait me retenir, me protéger, me guider. Tout était lié à cette nuit, cette chambre, ce corps qu'il ne reverrait jamais. Mais il y avait plus. Dans le coffre-fort se trouvaient dans des détails sur ma mère qui n'avaient jamais été révélés au monde. Non pas parce qu'ils étaient scandaleux, mais parce qu'ils étaient trop douloureux. Parce qu'ils montraient ces derniers jours non seulement comme une tragédie, mais aussi comme un combat. Un combat contre des forces qui avaient limité sa liberté, sa sécurité et sa voix. Et en lisant ces documents, j'ai compris que ce que je ressentais depuis des années, sans jamais pouvoir l'expliquer, que sa mort n'était pas un simple accident, mais le résultat d'une série d'erreurs, de mauvais calculs et de négligences, recelait peut-être plus de vérité que je n'avais osé l'imaginer. Mon père me regardait pendant que je lisais, comme pour évaluer jusqu'où je pouvais le pardonner. Et à cet instant précis, j'ai compris que cette promesse n'était pas seulement son fardeau, mais qu'elle faisait aussi partie de mon histoire. Que je ne pouvais plus la considérer comme du passé, mais comme un fondement. Car à quoi bon une promesse si personne ne reste pour la tenir? En scellant l'enveloppe, je savais que ma vie serait différente après cet instant. Non pas parce que la vérité était douloureuse, mais parce qu'elle était enfin révélée. Et pour la première fois, je me suis demandé quelle part de notre famille est faite de promesses tacites, attendant qu'une personne assez courageuse les brise. En feuilletant encore et encore ces documents, j'ai senti les fondements de mon enfance se fissurer. Non pas parce que je découvrais des secrets choquants, des intrigues ou des complots, mais parce que j'étais confronté à des détails sur ma mère qui ne m'étaient jamais apparus aussi clairement. J'avais toujours cru tout savoir, les récits, les interviews, les tragédies publiques, les enquêtes officielles, la douleur indicible. Mais ce que je voyais maintenant était différent. Ce n'était pas l'histoire officielle, pas un récit contrôlé,
C'était des vérités oubliées, des détails gênants, des erreurs humaines, jamais révélées au monde. Et en poursuivant ma lecture, je ne voyais plus ma mère comme une icône, ni comme une figure mythique, mais comme une femme qui, jusqu'à son dernier souffle, a lutté contre des forces qui la dépassaient. Ce qui m'a le plus touché, ce sont les notes du médecin qui l'a examinée cette nuit-là. Non pas le jargon médical, mais ces petites observations qu'on accepte généralement sans y penser. Il décrivait comment ses mains étaient restées chaudes longtemps après qu'on l'ait crue inconsciente, comment son cœur avait continué à se battre même quand plus personne ne croyait à l'espoir. Ces mots m'ont bouleversé plus que tout ce que j'avais lu auparavant, car ils magnifiaient son humanité plutôt que sa tragédie. C'était comme si pour la première fois je ne voyais pas la princesse que le monde connaissait, mais la femme qui était ma mère. Une femme qui n'avait jamais baissé les bras, même quand son corps l'avait trahi. Mais ce n'étaient pas seulement les détails médicaux qui me laissaient sans voix. C'était aussi ces moments que l'on disait toujours trop intimes pour être partagés. Par exemple, les témoignages des membres du personnel qu'il avait vus durant ces dernières semaines. Leurs paroles étaient empreintes d'un étrange mélange d'admiration et de crainte. Ils décrivaient comment parfois elle arpentait les couloirs la nuit en quête de silence, comme si elle pressentait que sa vie allait basculer. Comment ces conversations s'interrompaient brutalement à l'arrivée d'une autre personne. Comment elle recevait des lettres dont personne ne connaissait l'auteur. J'avais l'impression qu'elle tentait d'échapper à quelque chose qui n'avait jamais été pleinement exprimé, ni par elle, ni par ceux qui voulaient de la protéger. Et puis il y avait le prêtre, cet homme qui n'avait jamais été officiellement présent mais dont j'avais trouvé les mots dans un billet manuscrit. Il lui avait parlé peu avant son départ et avait écrit qu'elle était fatiguée mais pas brisée, qu'elle ne semblait pas avoir peur mais plutôt déterminée. Déterminée à se construire un nouvel avenir, même si cet avenir se trouvait hors des murs rassurants du palais. Ces mots m'ont profondément marqué car ils confirmaient ce que j'avais toujours ressenti sans jamais oser le penser. Ma mère était sur le point de donner un nouveau souffle à sa vie. Elle voulait recommencer à zéro à sa manière, loin des structures qui l'avaient emprisonnée pendant des années. Et peut-être, justement, était-ce précisément pour cela que ces structures étaient si angoissantes. En épluchant les notes, j'ai également découvert d'étranges incohérences que je ne pouvais plus ignorer. Des documents dont les dates avaient été modifiées, des appels téléphoniques jamais consignés, des procédures accidentellement omises. Des détails certes, mais qui mis bout à bout formaient un schéma que je ne pouvais ignorer. Un schéma qui montrait que ces dernières heures avaient été chaotiques non seulement par la force des choses, mais peut-être aussi par négligence. Non pas la négligence malveillante que les discours populistes véhiculent souvent, mais la négligence humaine. Celle qui survient lorsqu'un système réagit trop lentement à une situation qui sort de son schéma habituel. Je ne pouvais m'empêcher de me demander quelle part de ce que nous appelons histoire est en réalité le fruit d'erreurs que personne n'ose reconnaître, car il m'apparaissait de plus en plus clairement que la vérité sur la mort de ma mère ne résidait pas dans un événement isolé, mais dans une succession de petits moments où l'on avait négligé de privilégier sa sécurité au détriment du respect des procédures. Le plus dur fut de découvrir les pages où mon père avait écrit ses mémoires. Non pas en roi ni en journaliste officiel, mais en homme brisé par la perte d'une personne qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Ces mots étaient saccadés, écrits à la hâte, comme s'il craignait d'être submergé par l'émotion s'il s'attardait trop. Il décrivait ce moment passé près d'elle, tenant sa main, et la culpabilité qu'il ressentait pour des raisons qu'il n'avait jamais formulées, la culpabilité de n'avoir pas pu la protéger. La culpabilité liée à la complexité de leur relation, la culpabilité de savoir qu'une partie de son combat découlait du rôle qu'on lui avait imposé. Et puis j'ai lu la phrase qui a tout changé. Je lui promets que les garçons ne souffriront jamais comme elle a souffert, même si cela signifie cacher ce qu'elle n'a jamais voulu cacher. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Soudain, j'ai compris pourquoi tant de choses avaient été cachées, pourquoi certaines histoires ne collaient pas, pourquoi j'avais toujours eu l'impression qu'on me cachait quelque chose. Il ne s'agissait pas de secrets politiques, il ne s'agissait pas de honte institutionnelle, mais d'un père qui tentait désespérément d'empêcher ses enfants de tomber dans le même piège que leur mère. Mais c'est précisément pour cette raison que j'ai compris que cacher la vérité était devenu un fardeau que je devais désormais porter. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que personne d'autre ne le pouvait. En remettant les documents en place, j'ai eu l'impression que ma mère reprenait vie, non pas comme une icône, mais comme une personne. Et j'ai compris que si je voulais vraiment comprendre son héritage, je ne pouvais plus fuir les pans de son histoire que d'autres avaient tenté de dissimuler. Et puis vint la question que je ne pouvais plus éviter, suis-je prête à supporter toute la vérité, même si cela m'oblige à porter un regard différent sur mon père, ma famille et moi-même. Dès l'instant où j'ai lu les mots de mon père, sa promesse à ma mère, son aveu de culpabilité, son désir de nous protéger, quelque chose a commencé à changer en moi. Non seulement dans ma compréhension du passé, mais aussi dans ma façon de percevoir le présent. Car une phrase résonnait sans cesse dans mon esprit obstinément, comme si elle avait été écrite non seulement par lui, mais par le destin lui-même. Les garçons ne doivent plus jamais souffrir comme ils ont souffert.
J'ai su immédiatement que cela ne me concernait pas seulement. Cela concernait aussi Harry, peut-être même davantage, et cette prise de conscience a fait peser sur mes épaules un fardeau que je n'avais jamais ressenti aussi clairement auparavant. Comment supporter la vérité? Comment continuer à construire alors que mon propre frère restait prisonnier de malentendus, de blessures et de silences jamais dissipés? La distance entre nous était palpable depuis des années, un gouffre creusé par nos choix, par la colère, par des ressentiments profondément humains. Mais ce que je savais désormais changeait tout. Comment lire les mots de mon père, la promesse qu'il lui avait faite, et continuer comme si combler ce fossé n'était pas de ma responsabilité? Comment accepter que notre famille avance avec deux vérités différentes, comme si cela pouvait être viable? J'avais l'impression que les documents eux-mêmes me guidaient, comme si la vérité à laquelle j'étais enfin confronté me poussait vers une nouvelle tâche que je ne pouvais plus éviter. Alors lentement, prudemment, j'ai commencé à abattre les murs que j'avais érigés avec Harry. Non pas en l'appelant soudainement ou en lui faisant des déclarations émouvantes, ce n'est pas comme ça que ça marche entre nous. Les cicatrices sont trop profondes, l'histoire trop complexe et la douleur trop vive. Mais j'ai commencé quelque chose de plus simple, j'ai commencé à écouter. Non pas lui directement, mais les échos de ses paroles dans les interviews, les frustrations qu'il avait exprimées entre les lignes, les inquiétudes que j'avais auparavant ignorées. Et pour la première fois, je n'ai pas seulement vu la colère, j'ai vu la confusion, la déception. Le chagrin que nous n'avions jamais abordé parce que nous étions trop occupés à survivre. Il m'est apparu clairement que le fossé entre nous n'était pas seulement le fruit de désaccords publics ou de tensions institutionnelles. Il était plus profond, bien plus profond. Il était le résultat de deux garçons qui avaient appris à faire face au deuil de manière totalement différente. Deux enfants qui avaient chacun essayé de comprendre leur mère à leur façon, mais sans jamais en avoir eu l'occasion ensemble. Et maintenant, je lisais noir sur blanc que notre père avait été en proie à la même crainte, celle de nous perdre de vue, s'il ne dosait pas la vérité avec précaution. Mais ironiquement, cette même prudence avait produit l'effet inverse. Je savais que je devais lui parler, non pas en tant qu'héritier, non pas en tant que représentant de la couronne, mais en tant que frère, en tant que quelqu'un qui comprenait enfin pourquoi tout avait si mal tourné. Ma première tentative fut modeste, un message par l'intermédiaire d'un tiers, une approche subtile et sans jugement. Je n'attendais pas de réponse immédiate et il n'y en eut aucune. Mais quelque chose d'autre se produisit, le silence était différent. Ni hostile ni froid, plus empreint d'attente. Comme s'il pressentait que cette fois ce n'était pas le palais qui parlait mais moi. Pendant ce temps, je remarquais que mon père observait la scène sans rien dire. Il était plus calme, presque soulagé, comme si le fait que je sache enfin ce qu'il avait gardé pour lui si longtemps lui permettait de respirer. Mais son soulagement ne faisait qu'accroître ma responsabilité. Car il me devenait de plus en plus évident que c'était à moi de tenir cette promesse. Non par obligation, mais par nécessité. Je savais que je ne pouvais y parvenir qu'en cessant de cacher la vérité ni à moi-même ni à mon frère. Le jour où Harry a enfin répondu fut inattendu. Pas de longue lettre, pas de déclaration émouvante. Juste une phrase « Dis-moi ce que tu as trouvé ». Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Non pas à cause de leur contenu, mais à cause de la reconnaissance sous-jacente. Il voulait savoir. Il voulait écouter. Et peut-être même qu'il voulait comprendre. C'était plus que ce que j'avais osé espérer depuis des années. Avant de lui répondre, j'ai ressenti une tension indescriptible dans ma poitrine. Je savais que mes révélations briseraient non seulement la vérité sur notre mère, mais aussi l'image qu'il avait de notre père et de moi. Pourtant, je savais que seule l'honnêteté pouvait désormais fonctionner. Alors, avec toute la prudence dont j'ai été capable, je lui ai raconté ce que j'avais lu. Non pas comme une accusation, non pas pour me justifier, mais comme un fardeau partagé. Et ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas sa réaction, mais son absence de réaction. Il est resté silencieux. Et parfois, le silence est le seul signe que quelqu'un ne fuit plus. À cette époque, j'ai compris que cette promesse était bien plus qu'un simple document. C'était un pont entre le passé et l'avenir, entre mon père et moi, entre Harry et moi, et peut-être même entre nous deux et notre mère. Mais ce pont comportait aussi un danger, car plus je réfléchissais à la vérité, plus je comprenais qu'elle ne pouvait rester cachée, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Si notre histoire a été façonnée par ce qui a été dissimulé, comment pouvons-nous espérer que les autres nous fassent confiance? La question qui se posait alors était simple mais effrayante. Le monde est-il prêt à entendre la vérité ou vais-je rouvrir de nouvelles blessures en la révélant? Dès l'instant où j'ai parlé avec Harry, j'ai eu l'impression d'être à la croisée des chemins, plus prisonnière du passé et de l'avenir, mais debout sur un précipice tiraillé de part et d'autre. D'un côté, le silence qui nous enveloppait depuis des années, un silence protecteur mais aussi déformant. De l'autre, la vérité tranchante et imprévisible mais nécessaire. Le document que je tenais, la promesse faite par mon père près du corps de ma mère, pesait sur moi comme un fardeau que je ne pouvais plus ignorer. Et plus je le regardais, plus une évidence me paraissait, cette vérité ne pouvait rester enfouie éternellement. Pas sans causer de nouvelles blessures, pas sans accabler les générations futures des mêmes souffrances indicibles que nous avions portées pendant des années.
Mais la question qui me tourmentait le plus n'était pas de savoir s'il fallait révéler la vérité, mais comment. Car une promesse née de l'amour ne mérite pas le sensationnalisme. Elle mérite du contexte, de la douceur, de la compréhension et surtout de l'humanité. Je savais que ce que je rendais public ne devait pas être perçu comme une attaque, un aveu ou une mise en scène. Il devait s'agir d'un pont entre le passé et l'avenir. Une façon d'honorer l'histoire de ma mère sans l'utiliser à nouveau comme une arme ou un bouclier. J'ai remarqué que mon père me regardait de plus en plus souvent, une question silencieuse se lisant dans ses yeux. Non pas si j'allais le trahir, non pas si j'allais mettre en péril la monarchie, mais si j'aurais la force de le soulager du fardeau qu'il portait depuis si longtemps. Il ne le disait pas, mais je le sentais. Et plus je le voyais, plus il devenait évident que ses forces déclinaient peu à peu. Non pas son esprit, mais son énergie. L'homme qui avait passé des années à emprisonner ses émotions derrière des murs semblait enfin accepter que le temps l'obligeait à s'adoucir. Et cette douceur m'a rapproché de lui plus que n'importe quel titre ou obligation. J'ai décidé que la vérité ne pouvait pas éclater d'un coup, pas sous la forme d'une révélation complète qui déstabiliserait tout le monde. Je devais commencer à partager. Pas le document entier, mais des extraits. Les passages les plus essentiels pour comprendre son histoire. Ceux qui révélaient qui était vraiment ma mère, non pas comme une icône, mais comme un être humain. Non pas comme une victime, mais comme une femme qui s'est battue pour ses enfants, sa liberté et pour faire entendre sa voix. Lorsque j'ai réécrit la première partie du document avec des mots compréhensibles par tous, sans en altérer la force brute, j'ai ressenti une paix inattendue. C'était comme si pour la première fois depuis des années, je ne cherchais plus à protéger quelque chose, mais à le restaurer. Car il ne s'agissait plus de secret. Il s'agissait de vérité comme force de guérison. Et peut-être, qui sait, était-il même question de pardon. Mais à un moment donné, j'ai compris que je ne rompais pas seulement une promesse, mais aussi une porte. Une porte ouverte sur des conversations étouffées par le silence depuis des années. Des conversations sur ce qui a vraiment mal tourné. Sur le rôle des institutions qui n'ont pas su la protéger. Sur les erreurs que nous avons tous laissées se produire. Et aussi sur les possibilités qui s'offrent désormais à nous d'empêcher que ces erreurs ne se reproduisent. Je savais que cette publication susciterait la controverse. Que certains y verraient un signe de faiblesse. Que d'autres penseraient que je dissimulais des informations ou que j'en révélais trop. Mais je savais aussi que c'était un des risques que je devais prendre, car comment une famille peut-elle jamais guérir si les racines de son traumatisme restent enfouies comme des archives interdites? Quand j'ai enfin posé le document sur le bureau devant moi, j'ai ressenti la présence de ma mère plus intensément que jamais. Non pas comme un fantôme, non pas comme un souvenir, mais comme un guide. Comme si elle voulait me dire qu'à cet instant précis, je n'étais plus guidé par les autres, mais par mes propres convictions. J'ai pensé à ses mains, à sa voix, à son rire, à sa façon de toujours vouloir dire la vérité même quand c'était douloureux. Et je sentais que je lui devais cela. Le moment où j'ai compris que je devais rendre cette promesse publique, même partiellement, ne fut pas comme un éclair mais comme un souffle doux et pur qui m'a enveloppé. Ce n'était pas une décision née de la colère ou de la vengeance, c'était une décision née de l'amour. L'amour pour elle. L'amour pour mes enfants qui méritent une histoire non déformée par la peur. Et l'amour pour mon frère qui pouvait enfin entendre une part de vérité qui ne devait plus nous séparer. Mais cela a soulevé une nouvelle question, peut-être la plus difficile de toutes. Suis-je prêt et à assumer les conséquences d'une vérité qui ne me changera pas seulement moi, mais aussi la façon dont le monde perçoit ma mère, mon père et notre histoire? J'ai compris que mon choix allait non seulement révéler un secret de famille, mais aussi l'histoire que le public avait adoptée pendant des années. Pourtant, je savais que je devais le faire, car une promesse faite en secret mérite d'être révélée au grand jour, non pas pour perdre de sa force, mais pour enfin y mettre un terme. En me levant et en m'approchant de la fenêtre, j'aperçus le ciel gris de Londres, immobile, lourd et pourtant vibrant de mouvement. Et je sentis que ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une histoire qui ne serait plus racontée par les ombres, mais par ceux qui restent pour la porter.